Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le journal de l'économie dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, l'Angola qui sollicite le FMI pour relancer son économie. Une visite de terrain est projetée pour le mois d'octobre. Le Zimbabwe ambitionne de tirer gros profit de l'exportation de fleurs coupées. Le pays espère engranger 200 millions de dollars à l'horizon 2023. Les autorités soudanaises ont opté pour un plan d'austérité afin de restaurer l'économie du Soudan. Les affaires étrangères et les importations sont les deux secteurs qui seront priorisés. Une visite des experts du Fonds monétaire international est attendue en octobre prochain en Angola. Sur sollicitation du gouvernement angolais, le FMI va apporter son soutien à l'économie angolaise. L'objectif est d'aider Luanda à réaliser ses objectifs de croissance. Le FMI est prêt à aider les autorités à relever les défis économiques de l'Angola en soutenant leur politique économique et leurs réformes fondées sur le programme de stabilisation macroéconomique du gouvernement et sur le plan de développement national pour 2018-2022. Ainsi s'exprimait le directeur général adjoint du Fonds monétaire international dans un communiqué en date du 21 août. Selon Tao Zong, le FMI et l'Angola vont bientôt entamer des négociations au sujet de la contribution de l'institution de Bretton Woods. En effet, l'Angola a sollicité le FMI pour un appui financier dont le montant n'a pas été rendu public. Luanda a par ailleurs invité le Fonds monétaire international à effectuer une visite sur le terrain en octobre 2018, laquelle visite devrait fixer les contours du partenariat entre les deux parties. Après 2 années de récession, Luanda espère renouer avec la croissance en 2018, raison pour laquelle le nouveau président João Lourenço multiplie les actions visant à permettre au pays de retrouver sa bonne santé économique et sociale d'une part et de reconquérir les investisseurs étrangers d'autre part. Avant le début de la prochaine saison cacaoyère, la Côte d'Ivoire vendra l'ensemble de ses récoltes. L'objectif est de permettre la fixation d'un prix garanti tout au long de la saison pour les producteurs ivoiriens de cacao. Ce prix garanti sera fixé en octobre et devrait se situer entre 700 et 800 francs CFA. De quoi permettre aux producteurs ivoiriens de s'adapter aux fluctuations et à l'instabilité du marché dans un contexte où certaines sources tablent sur une production de cacao située entre 1,8 million et 1,9 million de tonnes pendant les 2 prochaines années en Côte d'Ivoire contre 2 millions de tonnes l'an dernier. 200 millions de dollars, c'est la somme que le Zimbabwe espère tirer de l'exportation de fleurs coupées à l'horizon 2023. Il s'agit d'un objectif très ambitieux puisque le pays n'a engrangé en 2015 que 3,2 millions de dollars de cette filière. Pour relever donc le défi, Harare compte développer 1000 hectares de fermes floricoles produisant majoritairement des roses d'une part et commercialiser l'ensemble des fleurs coupées vers les marchés européens d'autre part. Il faut dire que le Zimbabwe était le second plus gros exportateur de fleurs coupées d'Afrique derrière le Kenya, avec des recettes de l'ordre de 60 millions de dollars. Cette deuxième place est désormais occupée par l'Éthiopie. Et puis au Soudan, les autorités font feu de tout bois pour contrer la crise économique qui se veut particulièrement persistante. Après plusieurs mesures qui peinent à porter des fruits, le président Omar el-Béchir annonce un plan d'austérité, un plan destiné à restaurer l'économie soudanaise. 2 principaux secteurs seront touchés par ce plan, notamment les affaires étrangères et les importations. Un nouveau plan d'austérité pour sauver l'économie soudanaise de la récession, ainsi en ont décidé les autorités du pays.
Le plan annoncé va s'articuler entre autres autour de la réduction des missions diplomatiques à l'étranger dans le but de réduire les dépenses de l'État. Des mesures seront également mises en place afin de stimuler la production, booster les exportations et rationaliser les importations. En effet, le Soudan ne peut plus aujourd'hui compter sur le pétrole, dont 85% de la production provenait du sud du pays, dont la sécession en 2011 a fait perdre au pays 75% de ses recettes pétrolières et l'a plongé dans la récession avec une croissance du PIB de moins 2%. Estimé à une moyenne de 3,3% entre 2011 et 2017, cette croissance est encore aujourd'hui loin de la moyenne de 7,1% selon les données de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en mai 2018, le Soudan a engagé des mesures pour restaurer ses finances et économies avec notamment la fermeture de 13 missions diplomatiques assorties de réductions d'effectifs dans toutes les autres missions diplomatiques du pays. De même, le budget 2018 qui vise un taux de croissance de 4% pour une réduction de l'inflation à 19,5%, prévoit entre autres la suspension des projets de construction de bâtiments gouvernementaux ou encore l'interdiction de tout versement de primes ou récompenses sans l'approbation préalable du ministère des Finances. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Une pause qui nous permet de retrouver Casimir Pédio, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au partenariat économique entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. C'est bien ça Inès, il faut dire que ça fait partie des rares offensives économiques par ici sur le continent, voire deux pays donc du sud, notamment de l'Afrique, s'unissent pour développer leur économie. C'est un peu rare parfois, c'est au prix d'un certain nombre de sacrifices qu'on voit donc de ces partenariats, surtout quand ils ne partagent pas la même région économique. Et l'île Maurice, vous le savez, c'est de l'autre côté donc du continent et qui décide subitement de venir en Côte d'Ivoire faire des affaires, ça peut intéresser beaucoup. Et justement, qu'est-ce que l'île Maurice et la Côte d'Ivoire pourraient donc mettre sur la table en termes de partenariat? C'est donc sur ce thème-là que nous allons échanger un peu aujourd'hui. Alors, ça fait 2 ans déjà que ce partenariat dure. Si vous deviez faire un petit bilan, que diriez-vous? Alors, un bilan, je dirais, partiel de cette relation. Il faut déjà dire qu'en mars 2016, l'île Maurice était déjà l'invité d'honneur de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la foire organisée par ce pays-là. Je parlais de la Côte d'Ivoire dans le secteur donc économique où l'île Maurice est venue donc squatter un peu le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Il faut déjà dire que l'île Maurice a été attirée par la Côte d'Ivoire en ce sens que c'est le seul pays pratiquement en Afrique qui a présenté un taux de croissance ces 10 dernières années autour de 10%. Le seul pays donc a véritablement franchi le seuil d'un taux de croissance à 2 chiffres. Donc c'est déjà un atout majeur pour l'île Maurice de s'intéresser à ce pays. Deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en ce sens que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui un poids important, c'est-à-dire la locomotive de l'économie au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Et donc voilà 2 atouts aujourd'hui qui ont milité en faveur donc de cette relation, de ce partenariat naissant. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir autre en termes donc d'acquis? C'est plusieurs accords signés entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. On y reviendra certainement dessus. Ces premiers accords ont permis donc aux deux pays de pouvoir déjà commencer un certain nombre de choses telles que la levée donc des contraintes douanières en ce qui concerne les deux pays, mais aussi la levée d'un certain nombre d'entraves à la libre circulation des personnes et des biens. La Côte d'Ivoire, par exemple, a présenté sa ville qu'on appelle le Grand Bassam comme une ville touristique
et qui a été tout de suite donc accepté par l'île Maurice. L'île Maurice, il faut le préciser, c'est le premier pays en termes donc de destination, en termes donc de grands voyages sur le continent africain. C'est le pays le plus visité donc sur le continent africain parmi les 54, et donc le tourisme est très bien développé au niveau de l'île Maurice. L'île Maurice compte aujourd'hui apporter son expertise à la Côte d'Ivoire et surtout est intéressée par le Grand Bassam qui développe, il faut le préciser, un certain nombre de points positifs en termes de tourisme, tels que le village technologique en termes donc de TIC, la technologie de l'information et de la communication, où il y a un certain nombre donc de préalables qui ont été déjà installés dans cette grande ville, et aujourd'hui l'île Maurice est intéressée. Donc beaucoup de choses qu'on pourrait se mettre sous la dent en termes donc d'atouts. Il faut enfin dire que la Côte d'Ivoire, en termes d'investissement direct étranger, attire beaucoup plus l'île Maurice, car aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un atout de 24% selon donc le classement au niveau du continent africain en termes d'investissement direct étranger. Et aujourd'hui l'île Maurice, les investisseurs, les opérateurs économiques mauriciens comptent donc squatter tous ces atouts pour véritablement faire profiter non seulement leur pays, mais aussi faire profiter la Côte d'Ivoire. Justement, Kazmi Pédia, on le sait, en novembre 2017 déjà, ces opérateurs privés mauriciens étaient en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? C'est vrai, Inès, vous l'avez dit, en novembre, ils étaient invités. D'ailleurs, ils étaient venus avec une délégation du gouvernement, conduite non par le Premier ministre mauricien. Ils sont venus donc assister un peu à un certain nombre de choses. Il y avait en son temps l'organisation donc de la foire sur l'économie ivoirienne, et donc ils étaient aussi en dehors donc de la première rencontre qui a eu lieu en mars 2016. Ils étaient revenus donc voir effectivement la Côte d'Ivoire dans sa plénitude économique, et donc beaucoup de choses ont été donc présentées. Les opérateurs économiques ont eu donc des échanges B2B avec leurs homologues donc mauriciens. Ils ont également profité pour signer un certain nombre d'accords entre les industries agroalimentaires et aussi les industries agroalimentaires de l'île Maurice. La Côte d'Ivoire, c'est au-delà de ça. La Côte d'Ivoire, c'est le développement du secteur agricole, et donc l'île Maurice est venue s'enquérir également donc de la technologie en la matière, des moyens mis à la disposition donc des opérateurs privés, des paysans, pour également développer l'île. Car il faut le dire, même si l'île Maurice est à l'abri de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le tourisme, l'île Maurice cherche également à se perfectionner dans le développement du secteur agricole, et l'apport de la Côte d'Ivoire serait donc, selon les autorités, l'apport donc de la Côte d'Ivoire sera donc le bienvenu. Au-delà de ça, l'île Maurice, à travers ses opérateurs économiques, veut aujourd'hui investir dans l'économie au niveau de la Côte d'Ivoire, car, je l'ai dit tantôt, c'est 300 millions donc d'habitants en ce qui concerne donc l'accès direct sur le marché de l'UEMOA. Et donc, cette coopération risque d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas voir la Côte d'Ivoire développer son industrie sucrière? Pourquoi pas l'île Maurice a l'expertise dans le domaine, et certainement d'ici à là, on pourrait assister à ce genre donc de démantèlement d'usines ou bien d'installation d'usines pouvant permettre à la Côte d'Ivoire de mieux rentabiliser et de mieux valoriser son potentiel agricole. Voilà, vous avez évoqué le tourisme, l'agriculture. Y a-t-il d'autres secteurs qui intéressent l'île Maurice en Côte d'Ivoire, et quel avenir justement pour ce partenariat? Oui, Inès, il y en a encore. Il y a par exemple le secteur secondaire. Certainement que d'ici à là, on aura donc des précisions sur ce secteur-là. Au-delà de ça, au niveau du secteur tertiaire, il y a la technologie de l'information et de la communication, les TIC, qui intéressent les deux parties. Il y a également la levée donc, des contraintes douanières, je l'ai dit tantôt. Il y a les services. Il y a plusieurs accords qui ont été signés, par exemple, au niveau du port d'Abidjan et également du pays hôte. Et donc, beaucoup de choses verront le jour d'ici à là. Les accords sont encore en cours. Et donc, nous allons observer cela pour voir véritablement qu'est-ce que les deux parties pourront véritablement tirer. Et pourquoi pas au-delà, qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest pourra véritablement tirer de cet accord-là. Quel avenir finalement, Kazmi Pédia, pour ce partenariat? Un très bon. L'avenir est prometteur donc, pour les deux pays. Enfin, pour l'Afrique, il faut le dire, parce que c'est l'Afrique qui s'en sort gagnant. Et donc, véritablement, l'île Maurice en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire en île Maurice, c'est le
meilleur qu'on puisse souhaiter pour le continent. Merci beaucoup, Kasmik Bedian. Merci, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mais restez sur SICA, les programmes continuent. Au revoir.